Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Une vie, une œuvre. Notre portrait aujourd'hui, le compositeur et interprète Franz Liszt, 1811-1886. Franz Liszt est né il y a tout juste 200 ans à Reding, une petite ville autrichienne qui était à l'époque du côté hongrois de la frontière. Cela fait donc officiellement de Liszt un représentant du peuple magyar. Mais on pourrait tout aussi bien soutenir qu'il est allemand comme ses parents, lui qui a vécu et composé à Weimar pendant de nombreuses années. Et puis si on pousse encore un peu plus loin, on pourrait le trouver français au moins de cœur par sa première femme, Marie Dagout, et aussi parce que Paris est une ville qu'il a fêtée au début de sa carrière et que lui-même a beaucoup aimé. Et puis si on va encore plus loin, c'est là où les choses s'emballent, pourquoi ne pas considérer que la Suisse ou même l'Italie, qui vont l'accueillir au cours de cette fameuse cavale dont nous parlerons dans cette émission, ne sont ses pays d'adoption. Bref, nous avons affaire là à un vrai Européen, cosmopolite, amoureux de ses racines et de la musique tzigane, mais qui au fond n'a rejeté aucune influence et s'est senti chez lui partout où il a posé ses valises. On dit d'ailleurs que si Liszt est hongrois, c'est simplement parce que son père, Adam, un homme cultivé mais sans grande fortune, voulait flatter le nationalisme des aristocrates hongrois comme les Esterházy, afin qu'ils aident financièrement le jeune virtuose, ce qu'ils firent d'ailleurs. Vous l'avez compris, la carte d'identité est bien peu nécessaire quand on parle de Franz Liszt, car s'il fallait vraiment situer géographiquement ce grand compositeur européen, il faudrait le placer entre le ciel et la terre, comme vous allez l'entendre dans l'émission d'aujourd'hui. Mathieu Garrigou-Lagrange, Isabelle Huel. Aujourd'hui, on connaît beaucoup de stars dans notre monde moderne, mais il y en a peut-être beaucoup trop d'ailleurs, pour qu'elles soient véritablement des stars à part entière. Mais lui, il était à un niveau tout à fait insensé. On était à la limite de l'émeute lorsqu'il passait dans les grandes villes d'Europe. La police se mobilisait et les services d'ordre se mobilisaient pour faire place et pour qu'il n'y ait pas d'embûches. Enfin, moi, il y avait des scènes qui sont décrites par de nombreux témoins qui sont vraiment, vraiment incroyables. Et il était reçu par toutes les têtes couronnées, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui de toutes les stars. Il avait une popularité insensée qu'il a eu jusqu'au bout. Il savait qu'à chaque fois qu'il se rendait dans un lieu, quel qu'il soit, tout le monde voulait voir Liszt, le fameux Liszt, et ainsi, par exemple, la dernière année de sa vie, en 1886, il a 75 ans, et on le fête un peu partout en Europe, et il va dans simplement certains endroits parce qu'il est fatigué, il a beaucoup de mal à marcher, etc. Et il est honoré notamment en France, à Anvers, où il va, à Vienne bien sûr, mais surtout à Paris, à Anvers et à Londres. Et il y a notamment, il y a un article dans le Times que je cite, qui est vraiment incroyable, où le journaliste du Times dit, lorsque Liszt est arrivé dans la rue, les gens se découvraient sur le passage de son carrosse. Enfin, vous voyez un petit peu le niveau de notoriété et de respect qu'il y avait. Mais alors quand même, qu'est-ce que ça donne? Un Liszt qui joue comme ça, qui joue avec tout le corps, qui joue autant avec les épaules qu'avec les coudes, qu'avec les poignets. Oui, vous avez raison, il a défini toute une présence physique de l'instrumentiste unique, il a dépassé toutes les bornes possibles de l'époque, il a aidé d'ailleurs à faire exploser la facture instrumentale. Ça correspond, ce que vous dites, à des œuvres qu'on connaît, qui sont vraiment pas les œuvres les plus intéressantes de Liszt, mais qui peuvent être plaisantes, comme ce grand galop chromatique qui a fait le tour du monde à une époque sous les doigts de Xifra, les mules de Liszt. C'est très impressionnant, c'est tout à fait du cirque dans le meilleur sens du terme, et pourquoi pas, ça existe aussi. C'est des valeurs finalement hédonistes et plaisantes qu'il faut absolument pas condamner. Mais Liszt serait pas le grand musicien qu'il est, je crois, s'il n'était que ça. Dieu merci. Ça se disait pas à l'époque. Enfin, aujourd'hui, on dirait un peu bling-bling ou un peu showy, enfin, tout ce qu'on veut. Il voyage en Suisse, en Italie, on le retrouve en Angleterre. J'étais récemment en Angleterre pour jouer les 32 sonates de Beethoven à Norwich, qui est une ville sur la côte est de l'Angleterre. J'arrive dans la salle pour me mettre au piano et je vois une plaque. En 1841, Liszt donna un concert dans cette salle. 20 octobre 1840, Solre-le-Château. Cher et cher,
Je me trouve arrêté à 7h30 du soir dans un trou appelé Solre-le-Château, où le maître de poste m'engage et me force en quelque façon de passer la nuit. Les chemins sont effroyables, on me fait grand-peur pour la voiture, je cède enfin, et me voici, vous écrivant, entouré de 3 vieilles bonnes femmes, assises alentour du poêle, et Ferko, fumant un de mes cigares dont je lui ai fait cadeau. Il est le premier virtuose à faire ça, il est le premier concertiste international, on va dire. Il a sillonné l'Europe de la Norvège à la Turquie, jusqu'à Istanbul, de Barcelone et du sud espagnol jusqu'en Scandinavie, en Russie, en Ukraine, etc. Il a joué partout. Il était sans cesse sur les chemins, d'une manière d'ailleurs tout à fait, quand on regarde les trajets qu'il faisait chaque semaine, c'est absolument sidérant dans les conditions de l'époque. Oui, parce qu'il voyageait de manière assez rudimentaire. C'est-à-dire transport collectif, il était obligé de discuter. Oui, il avait un très beau carrosse pendant la grande période avec des 6 chevaux, etc. Donc ça allait bien pour lui. Mais enfin, c'était quand même pas un TGV. Ça restait des heures et des heures de route, chaotique, difficile. Donc l'épuisement était. On a aussi des témoignages, qui rend vraiment l'intensité de l'effort qu'il a pu fournir. Il pouvait, par exemple, voyager pendant 10-15 heures et arriver à 18 heures et jouer à 20 heures alors qu'il avait 39 de fièvre. C'est des choses qui sont triviales, qui paraissent triviales, mais encore faut-il le faire. Et c'était comme ça tous les jours de sa vie, pendant à peu près une douzaine d'années. Exeter, 29 août 1840. Notre caravane se trouve augmentée par la présence de monsieur Lemoine, le mari de l'Assoluta, homme d'une 50aine d'années environ, ancien magistrat, bouffi et couperosé, portant bésicle et ayant habité Bruxelles pendant quelque temps, ce qui a achevé de perfectionner ses manières. Il a fondé 1 ou 2 journaux et travaillé en dernier lieu à cette ignoble feuille, l'Alliance, dont vous avez vu quelques numéros chez moi. Il est un peu moins insupportable que nous nous y attendions et fournit d'ailleurs un 4e pour le whist du dimanche. Je continue à aller bien. Je ne vous parlerai plus de ma santé puisque la voilà tout à fait remise. Je ne vous parlerai pas non plus de l'invincible ennui que j'éprouve, à toute heure, à toute minute. C'est là non seulement le fond de ma vie, mais bien toute ma vie. Ce qu'il y a de singulier, c'est qu'entre 6 individus aussi diversement assortis, il ne se présente pas un seul incident piquant, ils ne se disent pas un seul mot qui vaille la peine d'être rappelé. Le jour ressemble à la veille et au lendemain, c'est une série de carafes d'eau dont on débarrasse les tables après dîner. Il voulait que le piano explose. Et on sortait à peine de l'époque classique, on était au début du romantisme. Beethoven était mort depuis une 20aine d'années, et même quand il a commencé depuis seulement 10 ou 15 ans, les pianos commençaient à évoluer. Ils avaient déjà évolué sous l'impulsion de Beethoven, mais les claviers s'étaient étendus, on allait avant du fa au fa, après on est allé du do au do dans les dernières sonates de Beethoven. Et puis après, le clavier s'est encore étendu jusqu'au fa et même jusqu'au la aigu. Puis le piano s'est agrandi. Tout ça a été Liszt a aussi bénéficié des apports techniques, des nouveaux pianos, et donc ça l'a stimulé dans sa volonté de maîtriser, d'écrire de nouvelles œuvres avec une nouvelle technique de piano. Cette virtuosité, il s'en est servi pour exploiter des richesses sonores et des richesses pianistiques qui étaient tout à fait inconnues avant lui. C'est ça qui est vraiment très intéressant dans la virtuosité de Liszt, c'est qu'elle lui permet d'accéder, on peut dire, à des territoires sonores qui n'existent pas du tout avant lui. Et par ça, exemple, c'est vraiment... par exemple, la superposition des différents plans. Vous pouvez avoir un chant au milieu mélodique, tout à fait majestueux, simple, ample, et puis tout autour des ornements dans les graves, dans des aigus qui virevoltent et qui donnent un univers absolument hallucinant qui n'existe pas avant Liszt. Donc cet étagement de différents plans sonores qui semblent être joués par des musiciens différents à plusieurs pianos. Et puis également des résonances. Dans des éclats absolument fulgurants, il y a des résonances dans le piano qui se créent, qui n'existent pas ailleurs. Donc voilà, ce sont des éléments, il y en a beaucoup d'autres. Mais vraiment, la virtuosité permet, notamment au piano, peut-être plus que sur d'autres instruments, parce que c'est un instrument harmonique et qui donc résonne en harmonie avec cette multitude de cordes qu'il y a. Ça lui a permis vraiment de développer ce territoire pianistique à nul autre pareil et qui va être repris et par la suite par tous les grands compositeurs du piano, de Debussy, Ravel, Scriabine, Rachmaninoff et d'autres encore.
François Frédéric Guy, comment vous imaginez l'enfant Liszt? L'enfant Liszt est forcément un enfant prodigieux, un enfant qui joue pour Beethoven. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire en soi. Et donc un enfant qui est marqué par la fin du classicisme, par cette figure de Beethoven qui est le centre de la vie musicale. Et lui est tout enfant, je crois qu'il avait, je sais plus exactement, je crois qu'il avait 11 ans. Hein, donc ça devait être en 1824, donc à l'époque de la Missa Solemnis, la 9e symphonie. Bon, on imagine cet enfant ultra doué qui déjà à l'âge de 13 ans, j'ai appris ça récemment, donnait des concerts de bienfaisance pour les victimes de telle ou telle catastrophe naturelle en Europe. J'étais récemment dans un festival dans le Jura à Salins-les-Bains et j'apprends par hasard en consultant les archives de la commune, en allant à l'office du tourisme, que Liszt avait donné un concert à Paris à l'âge de 13 ans en hommage aux victimes d'un très grand incendie qui avait ravagé Salins-les-Bains. Il avait aussi une sorte de grâce naturelle, d'aisance, de bonhomie, de simplicité d'enfant, qui était exactement ce que à Paris les gens ont retrouvé en lui, comme il l'avait trouvé 40 ans plus tôt ou un peu plus chez Mozart. Donc il avait cette grâce, et pour lui vraiment jouer du piano, c'était jouer tout simplement. C'était un enfant, donc il n'avait jamais fait autre chose que du piano. Et ça, on le voit au travers de toute la presse de l'époque. Hein. Lorsqu'il a donné ses premiers concerts à Paris, tout le monde est surpris à la fois non seulement par la virtuosité de cet enfant, mais par son ingénuité, sa spontanéité. Il était comme Mozart, il était capable de grimper directement sur les genoux de la princesse présente et de se câliner contre elle. Son père l'avait prénommé Franz Franciscus, quoi, c'est-à-dire Alain Galliari. Pour honorer Saint François d'Assise, qui était l'ordre, les franciscains, dans lequel le père de Francis avait voulu rentrer quand il était jeune, ou dans lequel il était rentré puis sorti, parce qu'il a visiblement pas le tempérament nécessaire pour continuer sur ce chemin-là, mais n'empêche que c'était très important pour lui. Et du coup, là où ça se cristallise dans ce lien-là, c'est le moment où son père décède. Son père a été vraiment son impresario, hein. Il l'a mené sur les routes d'Europe, et en particulier jusqu'à Paris quand Franz avait 11 ans. Donc cet enfant a toujours été assis à son clavier, jamais été à l'école, etc. et promené par son père qui voulait en faire qui avait vu en lui le nouveau Mozart. C'est pas qu'il en voulait en faire, c'est qu'il avait bien compris le talent musical énorme de cet enfant. Et du coup, le petit Franz était toujours avec papa sur les routes, etc. Et lorsque son père est mort subitement à Cherbourg, ça a été vraiment le grand moment de cristallisation d'une fin, du début de sa vie solitaire, on va dire, de la vie de l'artiste et de l'homme se prenant en charge et non plus suivant les pas et les recommandations de son père. Et ce moment-là, on peut dire qu'il est rentré dans une crise importante qu'on peut tout à fait imaginer. Hein. Un jeune homme, il avait 17 ans ou 16 ans, je sais plus trop. Et là, il est rentré dans une grande période où à peu près, on peut dire qu'il avait presque cessé de faire de la musique et qu'il passait plus de temps à l'église que dans les concerts. Pendant 3 années, il jeûne. Oui, oui, effectivement, il passait beaucoup de temps en prière, à l'église, en confession et dans les lectures pieuses et édifiantes de son temps, qui raconte ça tardivement dans les lettres de la fin de sa vie, dans les années 1870. Michel d'Alberto.
Son père, Adam Liszt, avait remarqué dès le début, alors que son fils était très jeune, il avait dit quelque chose qui disait en substance que le grand problème de son fils serait, pendant toute sa vie, d'être partagé entre son attirance pour les femmes et son attirance pour la religion. Et que c'est vrai que Liszt a été quand même un grand séducteur, mais qu'il y avait tout de suite... pour contrebalancer le besoin d'aspiration religieuse qui était extrêmement importante pour lui. Il y a deux grandes tendances chez Liszt. Il y a la tendance glorieuse, la tendance au monde, la tendance aux honneurs et à l'éclat, qu'on trouve aussi dans toute une partie de sa musique et qui a été finalement la tendance, au bout du compte, majeure de sa vie. Et puis, il y a la tendance inverse, la tendance au recueillement et à l'intimité et à l'humilité. Et c'est cette double tendance qui n'a cessé de se battre chez lui, dans son être, et qui fait vraiment le fil de sa vie. Là, on lit tout dans la vie de Liszt au travers du combat de ces deux tendances. Et après cette vocation religieuse, finalement, il s'est lancé dans ce qui était sa véritable vocation à coup sûr, hein, la vocation musicale, puisqu'il avait un talent tout à fait hors norme. Donc son confesseur de l'époque, dont il parle dans ses lettres tardives, qui s'appelait l'abbé Bardin à l'église Saint-Vincent-de-Paul à Paris, qui est pas la belle église qu'on voit aujourd'hui, grande, mais qui était une petite église qui a été détruite peu après le moment où Liszt y était, jeune homme. Et donc cet abbé Bardin, qui était vicaire de Saint-Vincent-de-Paul, qui était son confesseur, l'a détourné de sa vocation à la prêtrise. Et dans les lettres que Liszt écrit à la fin de sa vie, dans les années 1870, on comprend très bien que l'abbé Bardin lui a dit oui, tu as peut-être une vocation religieuse, mais ta vocation musicale est beaucoup plus forte. Et des prêtres, il y en a beaucoup, mais des musiciens de ton envergure, il n'y en aura pas d'autres. Et on connaît un petit peu la tendance de l'évangile, c'est-à-dire le don, justement celui qui vous contrarie le plus, c'est à coup sûr le bon. Alain Galliari, c'est quand même triste pour ce pauvre Liszt qui dira dans son testament que finalement il aurait préféré, enfin qu'il se pose la question de savoir s'il n'aurait pas mieux fait de donner sa vie à Dieu plutôt qu'à la musique. Ça c'est effectivement une belle chose. Effectivement, il a écrit ce testament en 1865, un premier testament, il y en a eu d'autres après. Alors je l'ai là sous les yeux, et ça vaut vraiment la peine de les lire, puisque en 1860, donc il a quand même, il est pas tout jeune, hein, c'est le milieu de sa vie, il est l'homme mûr et il a eu déjà tous les succès considérables qu'il a eu. Et il écrit, je l'écris à la date du 14 septembre, où l'Église célèbre l'exaltation de la Sainte Croix. Le nom de cette fête dit aussi l'ardent et mystérieux sentiment qui a transpercé comme d'un stigmate sacré ma vie entière. C'est quand même hallucinant qu'un musicien de cette envergure, un artiste aussi honoré, reconnu mondialement, on dirait aujourd'hui, écrive dans la solitude de sa chambre et dans la solitude de l'homme écrivant son testament, commence par cet aveu. C'est tout à fait sidérant et ça donne vraiment la profondeur de sa vocation religieuse. Mais qu'elle était contrariée n'était pas forcément une mauvaise chose. Moi, j'aurais tendance à penser que c'était plutôt une bonne chose, non seulement parce que grâce à cette contrariété, on a eu le musicien et l'œuvre qu'on a, sinon on ne l'aurait pas eu. Mais en plus, je pense qu'il était bon que Liszt chutât, au moins dans la foi, lui qui avait régné partout. Il a tout eu en abondance et avec une grande facilité. Il a combattu, bien sûr, aussi. Il a mené beaucoup de combats qu'il a gagnés, d'autres qu'il a perdus. Mais ce combat-là, ce combat intérieur, il l'a perdu. Il n'a pas réussi à assouvir cette vocation religieuse. Il l'a assouvi très petitement en recevant les ordres mineurs en 1865. Donc ça, c'était très petitement parce que c'était une petite chose. Mais enfin, c'était pour lui, je pense, marqué aux yeux du monde et à ses propres yeux, au moins entrer par la petite porte, au moins et assouvir, faire quelque chose avec cette vocation religieuse non réalisée de son enfance. Comment éclot, après donc ces 3 années de repli sur soi, comment éclot de nouveau Franz Liszt ? Sa mère dira c'est le canon qui l'a réveillé. Je crois que c'est à peu près le mot qu'elle a dit. C'est 1830, la Révolution. Il s'est retrouvé là dans l'exaltation de la ville à feu et à sang, mais avec tout un débordement d'espérance qui l'a vraiment porté. Et sans doute déçu par les contrariétés que lui avait infligées l'abbé Bardin, lui interdisant de devenir prêtre, il s'est lancé totalement il a renoué avec sa carrière musicale à ce moment-là. Et donc les années 1830 ont été très importante pour lui, c'est vraiment cet aspect-là. Et là, il a côtoyé toutes les personnalités, Victor Hugo, Balzac, George Sand, etc. Beaucoup de littérateurs auxquels il est resté attaché toute sa vie, comme à la France d'ailleurs.
Ça illustre parfaitement ce Liszt mystique. François-Frédéric Guy. Et ce Liszt aussi littéraire, car il se sert des premiers vers de Lamartine, de son poème tiré des harmonies poétiques et religieuses, Bénédiction de Dieu dans la solitude. D'où me vient, ô mon Dieu, cette paix qui m'inonde? D'où me vient cette foi dont mon cœur surabonde? À moi qui tout à l'heure, incertain, agité, sur les flots du doute à tout vent ballotté, cherchais le bien, le vrai dans les rêves des sages, et la paix dans des cœurs retentissants d'orage. À peine sur mon front quelques jours ont glissé, il me semble qu'un siècle et qu'un monde ont passé, et que, séparés d'eux par un abîme immense, un nouvel homme en moi renaît et recommence. Une vision politique. Il suit de très près ce qui se passe dans la société de son époque, et ça très jeune, on sait qu'il s'intéresse au Canut, à ce qui se passe à Lyon. Il a envie de composer à un moment donné pour célébrer les révoltes des Canuts. Il a tout un parcours qui est aussi un petit peu le parcours de beaucoup de social-chrétiens, hein, entre le socialisme et l'évangile. Bon, comment apporter à son prochain l'aide nécessaire concrètement. C'est un véritable enjeu à toute époque pour un croyant, et donc ça en était forcément un pour lui. Donc il s'est positionné sur l'échiquier politique. Il a toujours été intéressé par cet aspect des choses, et tout ce qui allait dans ce sens était pour lui quelque chose qui avait son adhésion immédiate. Alors au début, comme ça, il a pu être influencé par des cercles socialisants, et puis petit à petit, c'est devenu tout à fait autre chose, parce que il en a tiré aussi d'autres conclusions. Il a vu que très vite, finalement, du christianisme social, on passait au socialisme sans le Christ. Et ça, c'était pas quelque chose qu'en tant que croyant, il pouvait suivre naturellement, même s'il le comprenait très bien, cette démarche chez les autres. Donc on cite des noms, Lamennais, Saint-Simon, voilà, qui l'ont influencé. Oui, ça c'était effectivement dans les premières années, la période française de son temps, les années 1830-1840. C'était des gens qui ont beaucoup compté, surtout Lamennais, dans sa trajectoire, justement pour ça. Que l'Église et les croyants ne soient pas simplement des gens confinés dans l'encens et entre les vieilles pierres des églises, si belles soient-elles, mais qu'ils aillent à la rencontre de leurs frères dans la rue et là où ils souffrent. C'était ça qui était très important. Mais après, il a été beaucoup plus intéressé par la démarche de gens comme Frédéric Ozanam, qui a fait la même chose, mais de façon véritablement chrétienne dans la prière et dans la foi, et avec une véritable action sociale beaucoup plus grande, mais sans ce message politique derrière qui finissait par le gêner beaucoup très vite. En fait, c'est un archétype du romantique, dans tous les sens du terme. Absolument, mais un romantisme dont on a peut-être un peu du mal aujourd'hui, et puis depuis longtemps, à l'imaginer, parce que pour nous, le romantisme, c'est quelque chose de littéraire, tandis que ces gens-là l'ont vécu dans leur vie quotidienne. C'était un mode de vie, donc c'est un romantisme actif et réel et senti. Qu'est-ce qu'on définit comme romantique dans cette musique? Finalement, on associe beaucoup de choses. On associe l'élan, on associe le côté éperdu, le côté
amoureux, le côté mais amoureux pas au sens forcément d'une personne, mais le côté exalté, le côté il n'y a pas de point de retour, il n'y a pas de ce côté un petit peu l'amour à mort. Et alors il aime les amours impossibles ou difficiles le plus souvent, comme avec Marie Dagou, sa première femme. Oui. Alors là, c'est une rencontre fulgurante, bien sûr. Le jeune et beau pianiste, il avait en plus du talent musical beaucoup d'autres dons de la nature, et notamment celui de la beauté. Il a toujours été un homme magnifique, jusqu'à la fin de sa vie presque. En tout cas, il avait un charisme extraordinaire, c'est tout à fait évident. Et puis, il avait aussi beaucoup d'entre-gens. Il parlait très bien, il avait une capacité à surprendre dans la conversation, etc. Donc, dans les salons un peu compassés, sans doute, des années 1830, lui, il est apparu, il était en plus étranger, donc il y avait un charme, il était musicien, ce que les autres n'étaient pas. Donc il se mettait au piano et tout de suite la magie des doigts sur le clavier agissait. Et là, ce qui devait se produire s'est produit, c'est-à-dire qu'il était impossible qu'il n'y ait pas une femme quelque part, jeune et jolie, qui puisse l'entendre et tomber amoureuse immédiatement de lui et vice-versa. C'est ce qui s'est passé avec Marie Dagou, qui avait quelques années de plus que lui, qui était mariée, qui avait 2 enfants, 2 filles, et qui a rencontré donc Francis un soir dans un beau salon parisien, et donc l'amour a commencé entre eux de cette manière-là. Et puis effectivement, c'est allé beaucoup plus loin, mais ça arrive souvent, ce genre de choses dans la vie, n'est-ce pas? Les amours commencent simplement, puis ils deviennent beaucoup plus complexes au fur et à mesure des années. Donc il y a eu cette fuite, le moment où en 1835, Marie a décidé de quitter son mari, suite également à la mort de sa première fille, qu'elle a vécue comme une sorte de damnation du ciel, une condamnation de la liaison qu'elle avait avec Franz déjà. Donc elle est partie en Suisse et il l'a rejoint, et là ça a été les années de cavale et les amants scandaleux, et très romantiques pour nous aujourd'hui, décrits par les littérateurs tout au long des décennies qui ont suivi sous cette étoile du romantisme, mais qui a été vécu quand même, à mon avis, de façon assez douloureuse pour eux deux. Et c'était quoi ces années de cavale ? Ces années de cavale, c'était d'abord en Suisse puis en Italie, et c'était fuir la société parisienne, qu'il est impossible de vivre cet amour en plein jour à cette époque en plein Paris. Donc il était simplement, la seule solution était de partir. C'était un acte totalement audacieux, c'est absolument évident. Est-ce que Liszt l'a véritablement fait, ou est-ce qu'il a été un peu piégé par Marie Dagou qui lui aurait un peu forcé la main? C'est personnellement mon sentiment, mais j'ai peut-être tort. Mais en tout cas, le fait est qu'ils sont partis pendant plusieurs années, qu'ils ont vécu à l'extérieur, même s'ils sont revenus de temps en temps en France et notamment à Paris. Mais ils ont vécu essentiellement toutes ces années en Italie, en pérégrination entre Rome, Florence, Bellagio et d'autres lieux mythiques, Venise, etc. Jean-Yves Clément, Marie Dagou, alors comment est-elle ? Elle devait être très belle, très séduisante, et puis comme ça, pleine d'aspirations littéraires. Elle a jalousé George Sand parce qu'elle a voulu écrire, elle a écrit des choses plus ou moins valables. Ce qui est beau, c'est leur correspondance. Elle et Liszt, mais très vite, elle est un peu neurasthénique, un peu hystérique, et de plus en plus difficile à gérer pour Liszt, qui voyage beaucoup, puis très séduisant, donc évidemment, ça crée des problèmes. Même si à l'époque, on va pas comparer ça avec aujourd'hui, la notion de fidélité, de mœurs, ça n'avait rien à voir avec la nôtre, j'imagine. Liszt, il a dû faire ce qu'il a pu, parce que quand même, c'était un homme bon. Et quand on lit bien tout ce qui s'est passé, la correspondance des deux, celui qui ressort vainqueur, c'est quand même lui. Surtout qu'après, elle va écrire des romans qui vont le mettre en scène, lui. Oui, c'est un peu ridicule. Ouais. Ça, c'est vraiment la bataille de l'époque. On fait des duels par romans interposés. Balzac s'en moquera dans son Béatrix, où il renverra tout ce petit monde romantique dos à dos, y compris George Sand. Marie Dagou, elle a la chance d'avoir rencontré Liszt quand même. Voilà, ça c'est fascinant. Et c'était pas un être d'ailleurs négligeable. Mais elle a eu beaucoup de problèmes. Elle a fini chez le docteur Blanche. Elle a quand même, elle a fait péter les plombs, comme on dirait aujourd'hui. Mais voilà. Mais lui a été bon avec elle jusqu'à la fin. Mais d'ailleurs, c'est une histoire très belle parce que quand elle meurt en 76. Comme George Sand d'ailleurs, il écrit la 3e année de pèlerinage avec tout cet aspect un peu noir de tombeau, et nul doute qu'il se rappelle d'elle, il en parle plus ou moins d'ailleurs, et qu'il lui rend hommage à travers ça. Il a compris petit à petit, me semble-t-il, qu'il s'était arrogé une sorte de droit
incroyable, exorbitant, le droit de l'artiste supérieur à voler la femme des autres, on peut dire, pour aller vite. Donc au moment où les choses se sont faites, il s'en est pas vraiment aperçu, mais par la suite, il a été beaucoup marqué, je pense, par ça, et il a compris qu'il avait usé d'une sorte de droit de pouvoir du fait de son talent musical et de sa notoriété et de sa richesse, parce qu'il a accumulé beaucoup de biens au moment des grands concerts également. Donc petit à petit, cette relation aux femmes, et notamment la relation de jeunesse à Marie Dagou, a pris une toute autre couleur dans son esprit. Ça a été véritablement plus la couleur d'une mauvaise action. Même si il n'a jamais renié, il a d'ailleurs cette phrase magnifique qu'il dit dans une de ses lettres tardives, qui date de 1874, j'ai l'extrait sous les yeux, il dit « Néanmoins, je ne renierai jamais l'amour, malgré toutes ses fausses apparences et ses profanations ». Donc il avait un profond sentiment de ce qu'était l'amour au sens plein du terme, et il était tout à fait convaincu que l'amour, les amours humaines, comme on dit, reflétaient quelque chose d'un amour beaucoup plus grand, et que finalement on ne pouvait jamais enlever ça à l'amour, et que c'était l'élément qui sanctifiait toutes sortes d'unions, finalement, au bout du compte. En 1847, Liszt rencontre la princesse Wittgenstein, qui sera donc la seconde femme de sa vie. Il l'appellera son Amazone mystique. Ouais, c'est joli. Ouais. Quel portrait on peut faire de cette princesse ? C'est une espèce de George Sand, à mon avis, mais plus austère, mais c'est plus le même âge, la même génération, finalement. Mais elle a un côté sauvage, justement, amazone et spirituel en même temps, qui a dû beaucoup plaire à Liszt, puis une générosité d'âme. D'ailleurs, ils se rencontrent à l'occasion d'un concert de charité. Quel symbole, et c'est ça qui l'a fait repérer, d'ailleurs, à Liszt. On dit qu'elle était laide, oui, et totalement emplie par la foi. C'est une relation vraiment formidable, justement, parce qu'elle est pas compréhensible. Un homme comme Liszt, aussi beau qu'il l'était, aussi amateur de femmes, et qui a eu des conquêtes, on en connaît quelques-unes, et celles qu'on ne connaît pas, il y en a eu sans doute d'autres, le prouve, il a toujours été entouré de très belles femmes. Effectivement, s'attacher si profondément à cette femme qui était d'abord une intellectuelle et une mystique, et une femme d'un extérieur assez ingrat, selon les témoignages et les quelques photos qu'on a d'elle, c'est effectivement une relation qui questionne, et c'est ça qui est vraiment véritablement intéressant. Beaucoup de Lisztiens ont déconsidéré Caroline parce que justement elle n'avait pas le prototype de la femme lisztienne. Je trouve qu'au contraire c'est tout à fait l'inverse, elle est profondément intéressante justement parce qu'elle n'a pas le profil de la femme lisztienne et que néanmoins ça a été véritablement l'épouse de Liszt, on peut dire, tout au long de sa vie. Elle l'a ramené à des choses de sa jeunesse, à la foi, tout d'abord. Et ça, c'est naturellement essentiel pour lui. Il lui en a toujours été reconnaissante. Et elle lui a permis de réapprofondir ce chemin duquel il s'était éloigné tout au long des années de gloire. Et c'est là que la relation se noue avec Caroline, bien sûr. Mais elle l'a amené à beaucoup d'autres choses. C'est elle qui a fait de Liszt un véritable compositeur. S'il est devenu compositeur, c'est parce que elle s'est attachée à ce qu'il développe un petit peu d'énergie en ce sens-là. Donc elle a développé chez lui, grâce à son contact, il a développé en lui-même des qualités qu'il avait qui auraient pu rester en sommeil. Michel d'Alberto. Je pense que le personnage qui me plaît le plus, c'est celui de Weimar, ça c'est clair, parce que j'admire énormément cette force quand même qu'il avait en lui, de se dire, après avoir eu les triomphes les plus exceptionnels, extraordinaires au travers de l'Europe, pendant presque 10 ans, où il a été ce pianiste virtuose adulé des foules, et de se dire tout d'un coup, ça ne peut pas continuer très longtemps comme ça, et j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin de me réaliser d'une autre manière, et d'aller se retrouver dans une petite ville provinciale allemande, à Weimar, et voilà, de commencer à enseigner pour un salaire tout ce qu'il y a de plus modeste,
mais petit à petit, tout le monde vient le voir. Alors la masterclass est un très joli, c'est un moment très émouvant de la vie de Liszt. Il y a eu les célèbres masterclass de Weimar qui ont permis j'allais dire au 19e siècle, de se doter de très grands pianistes. Parce que ça aussi, c'est aussi nouveau. Avant, on a des pianistes. Beethoven était un très bon pianiste, un très grand pianiste, mais on n'a pas vraiment de gens qui font carrière. Et Liszt apprend aux gens à devenir de grands pianistes. Liszt, s'est dévoué vraiment à cette cause, surtout, bien sûr, une fois qu'il a eu terminé sa carrière, après, dans les années 60, il a vraiment eu un cercle d'amis autour de lui, un cercle de jeunes pianistes. On a cité Eugène d'Albert, c'est Busoni, bien sûr, et ça a eu un retentissement dans toute l'Europe. Les gens venaient de toute l'Europe pour prendre des cours. Voici comment cette sonate débute. Pascal Amoyel. C'est extraordinaire. Juste 2 notes, très courtes, très brèves, comme une sorte peut-être de coup du destin qui arrive, qui frappe à une porte, je ne sais pas, à tel point encore de nos jours, tellement improbable que Alfred Brendel disait dans un de ses livres que certains directeurs artistiques, il doit exister peut-être 2 ou 3 versions de disques où le directeur artistique a cru bon de ne pas mettre ces 2 notes parce qu'il pensait que le pianiste se chauffait les doigts. Donc en fait, les sonates dans le commerce commencent un petit peu plus tard. Donc ces 2 notes sont immédiatement suivies par une gamme descendante. Issue de quelques grottes. Puis à nouveau, les 2 notes. Puis à nouveau encore une gamme descendante. Liszt écrit cette sonate à peu près à la même époque que sa Faust symphonie. Il est très imprégné par le thème de Faust et il n'est pas interdit de reprendre les thématiques de sa sonate. Alors certaines personnes parlent de 4 thèmes, d'autres 6 thèmes, nous n'allons pas rentrer dans ce débat-là, mais on peut penser que ces thèmes-là représentent un personnage. Par exemple, le premier d'entre eux, qui pourrait être le thème de Faust. Voyez un thème qui paraît irrémédiablement attiré vers le bas, et immédiatement suivi par le thème justement, qui pourrait être le thème de Méphistophélès, le thème du diable, qui paraît ricaner derrière lui. Et vous voyez que ce thème donc de notes répétées du diable, à la main gauche, eh bien, lui est superposé à la main droite un thème qui en fait rappelle le thème de Faust. Arrive ensuite un thème absolument extraordinaire qui pourrait être le thème de Dieu, le thème de la grandeur de Dieu qui arrive et tout le monde s'écarte sur son passage. Un petit peu plus loin, le 4e thème, qui est le thème de Marguerite, qui symbolise l'amour en quelque sorte. En fait, si vous analysez bien la partition, vous vous rendez compte que ce thème de Marguerite n'est autre que le thème du diable. Avec ses 5 notes répétées. Et Marguerite, 3, 4, 5. Il fait exactement la même chose.
paraître totalement paradoxal, mais il manque de reconnaissance en tant que compositeur. Et il sera toujours un peu en manque de reconnaissance, toujours ce pianiste virtuose qui s'est essayé à la composition. Alors qu'en fait, maintenant, à notre époque, on se rend compte que c'est un immense compositeur qui, en plus, était un formidable pianiste. Mais il en a énormément souffert et ça a été vraiment une dépression dans les années 70, à la fin aussi à Bayreuth. Il était déprimé de cet état. Et il vivait de ses leçons, il donnait énormément de concerts de charité, donc il a continué à se produire. Mais ce qu'il ne supportait pas, c'est de devenir un peu cet objet de foire. Et puis, il avait cette éthique qui allait avec ses préoccupations religieuses. Il ne supportait plus d'être payé pour jouer de la musique. Ça peut paraître paradoxal, complexe, étonnant, mais c'était vraiment le cas. Donc il a continué à se produire et à entretenir sa technique pianistique, mais il s'est vraiment quasiment dédié à la composition. Et c'est vrai que tous ces grands chefs-d'œuvre, vraiment les chefs-d'œuvre absolus, on pourrait parler des années de pèlerinage, des harmonies poétiques et religieuses, et aussi dans l'orchestre la Fausse Symphonie, l'Oratorio Christus, tout ça a été composé après qu'il ait arrêté sa carrière de virtuose public. Et quel est son projet ? Est-ce qu'il a un projet très tôt ? Est-ce qu'il travaille de manière très consciente sur un objet ? Non, il n'a pas de projet. Il ne travaille pas de manière consciente. C'est un homme qui composait avec une facilité déconcertante. Là aussi, on a des témoignages absolument incroyables. Il était un peu comme Mozart, capable d'écrire au fil de la plume. Et il n'avait pas ce projet, surtout, de transmettre à la postérité une grande œuvre. C'est un peu paradoxal avec ce que j'ai pu dire auparavant et ce qu'on peut lire aussi, parce qu'effectivement, il savait très bien qu'il allait laisser son nom dans l'histoire et quelque chose, et que son nom serait important et son œuvre dans l'histoire de la musique et dans l'histoire de son temps. Mais en même temps, il n'avait pas véritablement ce projet de donner à la postérité une œuvre close, définitive, fignolée, cajolée, vous voyez. Comme beaucoup de musiciens l'ont, on voit qu'ils cherchent à chaque fois avec des nouvelles versions, à approfondir, à créer un objet de plus en plus parfait. Lui, pas du tout. Il écrivait avec une grande générosité, une grande gesture, et puis après, il cherchait pas du tout à peaufiner. Et il pouvait améliorer à l'instant si l'occasion se présentait, mais c'était vraiment pas tout à fait son problème. Donc, il n'avait pas de projet réel de compositeur. Il se laissait aller beaucoup à ses intuitions et à l'instant. C'était d'ailleurs sa grande faiblesse en toute chose. On a parlé tout à l'heure de son manque de retenue peut-être avec les biens de ce monde, et notamment avec les charmes féminins. Mais c'était la même chose en musique. Et là, la deuxième femme de sa vie, qui a été la Caroline Singh-Wittgenstein, a joué un rôle d'encadrement essentiel. Il est devenu compositeur parce que Caroline était à ses côtés et l'enfermait presque, si je puis dire, dans sa pièce pour qu'il puisse composer, pour que ce qu'il avait de meilleur en lui puisse sortir, parce que sinon, elle le dit dans une lettre, il virevoltait sans cesse. Michel d'Alberto, les transcriptions, c'est également très important chez Liszt. Pourquoi est-ce qu'elles sont si célèbres d'abord ? C'est important déjà en quantité, puisque c'est pratiquement la moitié de l'œuvre de Liszt. Je crois que le nombre d'opus, il n'y a pas d'opus chez Liszt, mais je crois que c'est environ 700 œuvres, et les transcriptions, paraphrases, autres adaptations, peu importe le titre que Liszt leur donnait, c'est environ 350 pièces. Donc c'est déjà au plan quantité, c'est très important. Mais ça, c'est étonnant en fait de consacrer autant de temps finalement à l'œuvre des autres plutôt qu'à la sienne propre. C'est une chose que j'admire. C'est une des raisons pour lesquelles j'admire tellement Liszt et qui me fait toujours dire que si j'avais le pouvoir de remonter dans le temps, le premier compositeur que j'aimerais rencontrer serait Franz Liszt, justement. C'était une personnalité qui était extraordinairement généreuse, je pense, d'abord. Il a beaucoup consacré énormément de temps à la transmission. Il a eu beaucoup d'élèves. Il s'est occupé de beaucoup de gens, non seulement des compositeurs, mais je sais aussi qu'on sait qu'il a aidé d'autres personnes
travaillant dans d'autres sphères culturelles en quelque sorte. Mais il faut aussi un peu imaginer ce que c'était au 19e siècle, vers le milieu du 19e siècle, même plutôt la première moitié du 19e siècle, ce que le piano était devenu. Ça commençait à devenir un instrument qu'on va appeler orchestral. Et étant donné que, en face de cela, pour la diffusion des œuvres, c'était quand même relativement restreint, parce que ce soit les concerts ou les représentations d'opéra, si on n'habitait pas une grande ville, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la main. Donc, la seule manière qu'il y avait de faire connaître ces œuvres, et là, c'est là qu'on reconnaît le côté tellement généreux, même humaniste de Liszt, c'est d'avoir écrit toutes ces transcriptions. Alors, soit ce sont des transcriptions au sens vraiment littéral du mot, c'est-à-dire il prend une partition d'orchestre ou une partition d'opéra, il la transcrit de la manière la plus fidèle possible au piano, soit il en fait une paraphrase. Ça, c'est la grande différence entre la transcription et la paraphrase, c'est que dans la paraphrase, il prend un thème ou bien plusieurs thèmes d'une œuvre, et à partir de là, il développe quelque chose de très personnel. Alors, Liszt ou Wagner, là, on peut même pas savoir. On n'arrive pas à savoir. Est-ce que c'est du Liszt ou du Wagner? C'est du Wagner transcrit par Liszt. C'est Liszt qui joue Wagner. C'est Wagner qui est joué par Liszt, qui est réécrit. Voilà, tout ça, c'est une espèce de mélange, mais qu'on retrouve dans bien d'autres œuvres originales de Liszt. Vraiment, cette imbrication, c'est presque un cas unique dans l'histoire musicale. Parce que Liszt a beaucoup aidé Wagner. Ah ben beaucoup aidé, il a fait que ça. Il l'a fait survivre, vous voulez dire, financièrement absolument. Et l'autre a été terriblement ingrat d'ailleurs et blessant. Une fois Liszt lui envoie des partitions extraordinaires du genre Dante symphonie ou Faust ou je sais plus, des chefs-d'œuvre. Wagner lui répond t'es bien gentil avec ta musique, mais je te rappelle que moi c'est de l'argent que je veux. Ce qui est quand même d'une hauteur de vue, voilà. Et Liszt là pour le coup c'est quand même un peu blessé. Il y a eu des fâcheries, mais il n'a cessé de l'aider, considérant que c'était sa mission d'aider un tel génie. Et il avait raison. Alors après, il y a l'histoire musicale. Effectivement, beaucoup de choses géniales dans Liszt ont sans doute été récupérées d'une certaine façon par Richard Wagner, qui trouvait Liszt génial. De toute façon, il n'y a pas d'ambiguïté non plus là-dessus. Mais vous savez, comme il disait, Liszt, à la fin de sa vie, je sais plus quoi, quand quelqu'un venait très sérieusement lui dire « Oh, regardez tout ce qu'il vous a volé, en fait ». Et Liszt lui a fait cette réponse superbe, il lui a dit « Ah, mais quel honneur d'avoir été pillé par un tel génie ». C'est vrai. Il a sans cesse délié sa bourse pour aider Wagner, qui vivait luxueusement. Liszt avait d'ailleurs un adjectif. Quand il disait wagnérien, ça voulait dire luxueux. En même temps, l'admiration est devenue petit à petit, la relation est passée un petit peu à autre chose, en ce sens où Wagner était extraordinairement tyrannique et narcissique, et n'avait pas beaucoup d'intérêt pour Liszt, quoique il a sans cesse lu sa musique et admiré sa musique et puisé beaucoup dans sa musique, avec tout son génie propre, naturellement. Mais la relation était un peu en sens unique. Donc Liszt en a été un petit peu, à un certain moment, je pense, c'est tout à fait évident, il en a été un petit peu agacé. Et c'est ajouté à ça le fait que, finalement, Wagner a, si on peut dire, débauché la fille de Liszt, qui s'était mariée avec Hans von Bülow, qui était un des grands élèves de Liszt, un des très grands pianistes de son temps. Donc c'est une chose qui n'est pas très glorieuse, pas très belle en soi-même, mais enfin disons que ce sont les choses de la vie. Mais Liszt l'a pas du tout pris sur ce ton. Il a pas du tout accepté cette relation, et il en a voulu beaucoup à Wagner de ça, et même à sa fille. Mais ça n'empêche pas Liszt de
venir écouter Tristan et de mourir. Mais c'est la grandeur de Liszt. Ça, c'est vraiment la grandeur du personnage. Il est capable de dire ce qu'il pense et ce qu'il ressent d'une manière très ferme, très évidente, très éclatante, très claironnante même. Mais il est tout à fait capable de pardon aussi. Donc, de sorte que les années passant, cette histoire entre Wagner et Cosima, il l'aura tout à fait pardonné au sens paternel du terme. Il a d'ailleurs une très belle lettre, un peu amphigorique comme ça, où il donne son pardon et il renouvelle son amitié, etc. Donc effectivement, il a renoué avec le cercle Wagner parce que de toute façon, il avait une admiration sans borne pour Wagner en tant que musicien et que par ailleurs, il aimait Cosima, sa fille, sa terrible fille, comme il l'appelait. Finalement, Liszt était presque un vieillard. Il avait énormément de mal à se déplacer parce qu'il avait il souffrait d'hydropisie. Il avait les pieds et les chevilles qui enflaient, donc il s'était passé en pantoufles. Il avait des maux de dents terrifiants depuis des années qu'on ne pouvait pas soigner à l'époque. Enfin, il buvait énormément. Il buvait jusqu'à 3 ou 4 bouteilles de vin par jour. Sans compter les cognacs, les choses, c'est rapporté officiellement. Alors, il supportait sûrement bien l'alcool, mais enfin, tout ça montrait qu'il n'était pas heureux. Il n'était pas heureux, il était un peu déprimé. Les gens profitaient de lui aussi. Il dépensait sans compter, alors qu'il n'avait plus d'argent, puisqu'il ne donnait plus de concerts. Et alors, il donnait de l'argent à Ciel, et puis à la fin, il n'avait plus d'argent du tout. Donc, il était dépendant de Cosima et de Richard Wagner. Dans les années de Bayreuth, entre 80 et 86, il soutenait la cause de la tétralogie qui allait être montée pour la première fois, qui avait été montée en 76, mais qui allait être reprise dans les années suivantes. Il soutenait vraiment, il donnait sa caution d'artiste et sa caution morale. Et en même temps, il recevait pas grand-chose en retour. Hein. Donc, c'était une fin assez triste. D'ailleurs, quand on regarde les œuvres qu'il a composées à la fin de sa vie, ce sont que des choses. Il y a la lugubre gondole, Am Grabe Richard Wagner, sur la tombe de Richard Wagner, la Notte, toutes ces pièces qu'on a dit être le passage entre la musique romantique et la musique moderne. On est après ces dernières pièces, on ne peut écrire que du Schoenberg. C'est la continuité. Donc elles sont visionnaires dans un certain sens du point de vue ou la bagatelle sans tonalité. C'est des œuvres expérimentales, mais qui montrent aussi cette espèce de solitude. On a l'impression que tout le monde l'a abandonné, qu'il a abandonné tout le monde, qu'il est réfugié dans quelque chose qu'on ne peut pas vraiment suivre. C'est très émouvant. Effectivement, à la fin de sa vie, il est mort à Bayreuth, ce qui est quelque chose de tout à fait incroyable. Et pourquoi ? Parce que Wagner était lui-même mort depuis 3 ans et le festival battait de l'aile financièrement, puisque sans Wagner, ça n'attirait plus personne de venir à Bayreuth. Donc Cosima avait beaucoup de mal à financer son festival. En vérité, elle n'y arrivait pas du tout et qu'elle a eu l'idée assez terrible, on peut dire, de faire venir son père en se disant si Franz Liszt vient, les gens reviendront au festival et donc l'argent reviendra avec eux. Or, elle le savait très vieux, très malade et depuis des années, elle ne lui parlait plus. Depuis la mort de Wagner, elle ne lui parlait plus. Le seul moment où elle est revenue vers lui, c'est pour lui demander de venir à Bayreuth afin de sauver Bayreuth. Et lui, ça c'est vraiment, les Lisztiens regrettent beaucoup que Liszt soit mort à Bayreuth et qu'il soit enterré là-bas. Moi, je trouve que c'est au contraire un élément c'est une sorte de stabilité pour l'éternité, la générosité de Liszt et dans sa tombe. Puisqu'il est venu alors qu'il était très malade, extraordinairement fatigué, il est venu pour aider sa fille, parce qu'elle le lui avait demandé, que c'était sa fille, et pour aider son ancien ami, contre lequel il avait eu par ailleurs bien des griefs, mais jusqu'au bout il a voulu servir. Vous savez, je ne sais pas si l'histoire est vraie, mais en tout cas, comme on dit en italien, si non è vero è ben trovato. Liszt est mort d'une pneumonie en allant à Bayreuth. C'était à la toute fin juillet 1886. Et la petite histoire, raconte qu'il a attrapé cette pneumonie en voyageant en train. Je ne sais pas d'où il était parti, mais enfin donc il est arrivé à Bayreuth, il faisait très chaud, et dans le compartiment du train dans lequel il était, il y avait apparemment un jeune couple qui avait l'air très épris l'un de l'autre, et ils avaient ouvert la fenêtre du compartiment.
Et Liszt, c'est là où on voit sa générosité et sa capacité toujours à s'émouvoir jusqu'à la fin de ses jours. Il n'a pas voulu les déranger. Il n'a pas voulu leur demander est-ce que vous pourriez remonter la vitre. Et le jeune couple avait l'air complètement, ils s'embrassaient, ils étaient très 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 passionnés. Donc il les a pas dérangés. Et c'est comme ça qu'il a attrapé cette pneumonie et que ensuite il est tombé malade et qu'il est décédé. Il est mort dans une condition très terrible, d'ailleurs, parce qu'en plein festival, ni Cosima ni personne ne s'est soucié de la mort de ce vieil artiste qui s'est retrouvé seul dans une chambre, agonisant. Donc il est mort très solitairement au milieu de la foule. Et c'était un petit peu une sorte de clin d'œil, on peut dire, de l'éternité. Il avait été sans cesse au centre de la foule, mais cette fois-ci, la foule était autour de lui, mais la foule se moquait de lui, ça ne s'intéressait plus à lui. Elle l'avait vu quelques soirs dans la semaine, ça suffisait pour avoir dit « j'ai vu Liszt, tout va bien, pas besoin de le voir plus que ça ». Franz Liszt, 1811-1886, dans Une vie, une œuvre, avec Alain Galliari, François-Frédéric Guy, Michel d'Alberto, Pascal Amuyel et Jean-Yves Clément. L'attaché de production, c'est bien entendu Laurence Genepin. Pour la prise de son, un grand merci à Pierre Caumont, mixage Olivier Dupré, lecture Philippe Garbi, une émission de Mathieu Garrigou-Lagrange et Isabelle Huel. Samedi prochain à 14h, c'est d'un autre musicien dont nous parlerons, à savoir Georges Brassens, qui est né 100 ans après Franz Liszt et qu'on célèbre donc également cette année pour cette raison. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, que ce soit en podcast ou directement par le biais des ondes. Sachez qu'une page Facebook dédiée à l'émission existe également, elle vous permet de rester au courant de la programmation. Dans un instant, la suite de votre après-midi culturel sur France Culture avec du cinéma et l'émission de Michel Simon, Projection privée.